Nous, on a voté Brexit, mais en fait, il aurait valu voter pour le package entier. Au Royaume-Uni, que pensez-vous 1. De la réaction du gouvernement travailliste, 2. De la demande de Nigel Farage d'un débat sur l'immigration et la sortie de la CEDH. N'est-ce pas là la réalisation de ce que Enoch Powell écrivait lors de son discours de Birmingham du 20 avril 1968, dit des fleuves de sang? Bon, alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Alors, d'abord, effectivement, c'est un des sujets d'actualité brûlante qui défraye la chronique et qui soulève des quantités de questions. Alors, puisque cet internaute m'en offre l'occasion, je vais prendre sa question par la fin pour revenir vers le début. Effectivement, en 1968, alors je ne me rappelais plus que c'était en avril 68, il y a une personnalité politique très connue en Angleterre qui s'appelait Enoch Powell. J'en parle à l'imparfait puisqu'il est décédé il y a une 25 ans, en 1998, je crois. Enoch Powell faisait partie du cabinet fantôme conservateur de l'époque. Vous savez qu'en Angleterre, il y a le gouvernement, et puis il y a la tradition d'un cabinet fantôme, c'est-à-dire que l'opposition forme un cabinet avec des ministres qui est une espèce de contre-gouvernement. Voilà, c'est comme s'il y avait actuellement un gouvernement fantôme en France avec ce qu'à Dieu ne plaise, Mélenchon ou je ne sais pas quoi, ou Xavier Bertrand, et puis avec des ministres, il y aurait, je ne sais pas, Marine Tondelier, etc. Alors, ce monsieur Enoch Powell, dans ce gouvernement, il avait été auparavant ministre de la Santé dans le gouvernement conservateur. C'est un conservateur, mais branche la partie de droite, à droite du Parti conservateur britannique, qui déjà est une partie de droite, le parti de gauche étant les travaillistes. Je rappelle à ceux qui auraient des petites lacunes sur la politique intérieure britannique. Et donc lui, Enoch Powell faisait partie de la partie très à droite du Parti conservateur. Il avait été ministre de la Santé. Et lorsque les conservateurs étaient repassés dans l'opposition, Edward Heath, qui était le leader, qui avait créé un gouvernement fantôme, dans lequel Enoch Powell était secrétaire d'État à la Défense. Et en avril 1968, il a fait un discours devant une réunion du Parti conservateur qui a fait un énorme scandale outre-Manche et qui est resté dans les mémoires puisqu'il a fait un discours dans lequel il disait qu'il voyait l'avenir avec angoisse comme des fleuves de sang. Il avait repris une citation de Virgile, je crois, en disant qu'il voyait le Tibre coulant, charriant le Tibre teinté de sang. Le Tibre, c'est le fleuve qui passe à Rome. Alors c'est resté dans la mémoire collective comme le discours sur les fleuves de sang. Il n'a jamais prononcé les fleuves de sang, il a parlé du Tibre, c'était une citation tirée d'Eschyle. Et qu'est-ce qu'il disait dans ce discours? Mais il mettait en garde sur le fait que l'immigration incontrôlée risquait de provoquer en fait des communautés qui se fixeraient dans les quartiers et qui progressivement remettrait en cause l'unité de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et provoquerait des espèces de ghettos avec, au bout du compte, des émeutes raciales. Et il avait cité, je ne sais plus quelle personne de son entourage, qui disait dans 15 à 20 ans, les Noirs seront plus nombreux que les Blancs en Angleterre, etc. Alors, il avait fait ça parce qu'au même moment, le Parti travailliste s'apprêtait à prendre une loi pour interdire la discrimination raciale, notamment chez les bailleurs les loueurs de meublés, d'appartements, etc. Puisque jusqu'alors, des gens qui avaient un truc en location, pouvaient louer à qui ils voulaient, refuser de louer éventuellement à des personnes de couleur. C'était bien de ça qu'il s'agissait, et c'est ce que le Parti travailliste voulait interdire par une loi. Et donc Enoch Powell protestait contre ça. Vous voyez que le personnage était quand même pas très à gauche, c'était le moins qu'on puisse dire, mais il en avait fait un discours qui a une certaine envolée, il faut le reconnaître, une certaine prémonition, puisqu'il disait ça va se terminer par des guerres civiles. Alors, Enoch Powell a un peu la réputation au Royaume-Uni, il est un peu comme Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen est encore vivant, Enoch Powell est décédé, mais des personnalités qui ont
une apparence comme ça, enfin une renommée un petit peu sulfureuse, mais dont toute une partie de l'opinion, pas du tout la totalité de l'opinion, il y a une partie de l'opinion, ce sont des personnalités extrêmement clivantes, une partie de l'opinion qui se retrouve dans les discours d'Enoch Powell, et actuellement, il y a les manifestants que l'on voit manifestent avec des badges ou avec des panneaux avec marqué Enoch was right, c'est-à-dire Enoch avait raison. Un petit peu comme des gens du Front National peuvent dire voilà, si dès qu'il y a des émeutes, Jean-Marie Le Pen avait raison. Voilà, je replace un petit peu le cadre politique général. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, en effet, le nombre, quand on voit les chiffres d'ailleurs d'anticipation d'immigration d'Enoch Powell faisait en 1968, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a très largement sous-estimé le phénomène migratoire, qui est beaucoup, beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'il avait anticipé. Et aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe qu'au Royaume-Uni, vous connaissez cette horrible affaire, il y a un suspect sur l'identité duquel les choses ont été très très floues pendant un certain temps, et qui, avec une arme blanche, a tout simplement tué, assassiné de façon horrible trois petites filles dans les quartiers populaires. Bon. Et donc ça a provoqué évidemment une immense émotion dans l'ensemble du pays. C'était trois petites filles toutes mignonnes qui devaient avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et la rumeur s'est répandue très vite qu'il s'agissait en fait d'une personne de couleur, musulmane, etc., etc. Et ça a embrasé le Royaume-Uni avec un certain nombre de mouvements d'extrême droite qui en ont rajouté en manifestant tout ça. Alors, la question qui se pose face à ces menaces, c'est qu'est-ce qu'on peut en dire et en faire? La première chose, c'est que ce qui gêne dans la réaction du gouvernement, maintenant c'est un gouvernement travailliste, depuis un mois, le nouveau gouvernement de M. Starmer, on a l'impression, vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur aussi, qu'il a pris le mors aux dents, surtout pour s'attaquer aux manifestants. Et donc, il en a rajouté dans la colère des gens, puisque les gens qui manifestent, c'est pas forcément des gens tous d'extrême droite. D'ailleurs, il y a des ouvriers qui votent pour le Labour. En fait, ce sont des classes populaires qui vivent dans des quartiers populaires. C'est pas à Mayfair, dans les quartiers ou à Chelsea, les quartiers les plus chics de Londres, que ce genre de choses arrivent. Ce sont dans des quartiers pauvres, des quartiers populaires. Et c'est là où il y a évidemment une bronca terrible, parce que les gens se disent, beaucoup de Britanniques, dans ces quartiers du moins, se disent, en fait, on a des gens qui vivent dans des beaux quartiers, qui ne sont pas soumis à l'insécurité dans laquelle nous sommes, et qui, en fait, s'en contrefichent. Voilà. C'est un petit peu... En fait, c'est exactement le même genre de situation que celle qu'on retrouve en France, qu'on a pu retrouver en France, dans certains cas, mais avec quand même une grande différence sur laquelle je vais revenir. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que dans un premier temps, il a été dit mais que c'était des rumeurs. On a démenti les rumeurs sur l'auteur de l'assassinat. Et puis on a appris après coup que l'assassin était né à Cardiff, donc au Royaume-Uni, dans le pays de Galles. Mais on a appris ensuite qu'en fait, oui, d'accord, il était né à Cardiff, mais il était originaire du Rwanda. Et donc ça a rejeté avec des gens qui ont dit oui, vous voyez, c'était Enoch Powell qui avait raison parce qu'en fait, c'est pas un Britannique de souche. Et puis par ailleurs, il y a une grande ambiguïté. On ne sait pas si ce Rwandais, il est musulman ou s'il est chrétien ou catholique. Il y a quand même beaucoup de catholiques au Rwanda. Bon, bref, tout ça a dégénéré avec des manifestations très violentes, avec des mosquées qui ont été visées, etc., etc. Et au moment où on parle, l'affaire continue à s'embraser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On ne peut pas tolérer évidemment des lynchages, des émeutes et comme ça. Ça, c'est évident. Je comprends que le gouvernement britannique essaye de calmer le jeu. Mais je ne suis pas sûr qu'il s'y soit pris de la meilleure des façons. Parce que la première chose qu'il faudrait faire quand même dans ce genre de situation, c'est d'abord de montrer une compassion extrême pour les parents des petites filles assassinées, c'est quand même bien ça le fait générateur, et de pourchasser sans aucune pitié l'auteur de ces assassinats épouvantables.
montrer ce personnage, si la justice confirme que c'est bien lui l'auteur de ces assassinats, doit être condamné à une peine absolument implacable, une peine de prison à vie. Parce que sinon, il se trouve que le gouvernement britannique, qui a pu donner un sentiment d'essayer d'éluder la question qui est gênante, donne l'impression de taper d'abord et avant tout sur les émeutiers. Or, les émeutiers ne font que réagir à une situation qui est quand même inacceptable. Et alors, on voit circuler, j'ai même vu que Elon Musk a relayé. Elon Musk, ça veut dire des millions de personnes qui regardent ça à travers le monde sur Twitter. Elon Musk a relayé une espèce d'infographie, je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, je ne sais pas si c'est vrai, où on voit un émeutier qui a écopé, je ne sais plus, de 2 semaines de prison ferme pour avoir porté une pancarte, je ne sais plus quoi. Un deuxième qui a écopé de je ne sais plus combien, 6 mois ferme pour avoir tenté de brûler une mosquée. Et puis à ça, avec quelqu'un qui est d'origine immigrée, qui semble-t-il, d'après le panneau relayé par Elon Musk, a violé une petite fille et en fait n'a écopé que de 180 jours de travaux d'intérêt général sans prison. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, ce qui est vrai, c'est que je constate d'un point de vue politique l'émotion et comment ça s'enflamme en Angleterre et aussi dans le monde entier avec le relais d'Elon Musk. Et là, on touche du doigt quelque chose qui est vraiment extrêmement important et qui touche les Français, c'est qu'il y a énormément de Français, c'est ce qui fait d'ailleurs le succès électoral du Rassemblement national, qui ne supportent plus d'avoir le sentiment d'un monde à l'envers où ce sont les assassins qui sont glorifiés et que eux, les petites gens, ceux qui n'ont rien demandé à personne, eh bien, sont persécutés. Voilà, c'est comme ça. Alors, encore une fois, certains peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est scandaleux de dire ça, etc. Mais ce 2 poids 2 mesures, il est extrêmement perçu par la population en Angleterre et en France. Donc ça, c'est la première chose à faire et à dire, c'est que je pense qu'il faudrait en finir pour de bon avec le discours, il faut bien reconnaître, venu de l'extrême gauche ou de la gauche ou de tous les mouvements de droits de l'homme et compagnie, qui a tendance systématiquement à prendre fait et cause et à relativiser les violences qui sont commises par des personnes d'origine étrangère. C'est un fait. On peut très bien être humain, on peut très bien relativiser en disant les conditions sociales, les ci, les ça, etc. Il n'en demeure pas moins que ce sentiment populaire n'existe pas qu'en Angleterre, il existe en France, il existe en Suède, il existe en Allemagne, il existe en Italie, etc. Aux Pays-Bas, il existe un petit peu partout. C'est que le fait qu'on a de chocs de plusieurs civilisations, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. Et il faudrait en tirer plusieurs conséquences. La première conséquence à en tirer, c'est que le modèle qui a été imposé aux Britanniques, mais qui est imposé en fait à tous les peuples d'Europe, y compris en France, qui est un modèle de communautarisme. Alors, au Royaume-Uni, c'est le communautarisme à l'anglo-saxonne. Ils ont ça dans les gènes, si j'ose dire. C'est-à-dire que les anglo-saxons sont volontiers communautaristes. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une communauté nationale unie, on se contente d'avoir des communautés qui gardent leurs traditions, etc. C'est l'exact inverse, mais l'exact inverse de ce qu'est la citoyenneté française, qui doit au contraire faire en sorte, non pas d'ailleurs, à l'origine, non pas d'ailleurs d'intégrer, mais c'est un mot dévalorisé, c'est un mot trop faible. Le principe républicain tel qu'il existe, qu'il a existé depuis des décennies, depuis même plusieurs siècles, on peut dire, c'est l'assimilation. C'est un mot qui fait bondir les idéologues de gauche ou d'extrême gauche immigrationnistes qui disent c'est scandaleux, ça. Mais pourquoi c'est scandaleux? L'idée qui se cache derrière l'assimilation à la française, c'est que toute personne d'origine étrangère, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le pays dont il est originaire, quelle que soit sa religion, etc., etc., même s'il n'en a pas, peut devenir citoyen français, à condition qu'il respecte les lois, déjà à condition qu'il ait un titre de séjour valide, pas qu'il s'impose comme clandestin, mais peut devenir citoyen français à condition de se fondre dans la collectivité nationale. Et donc, normalement, en France, on ne reconnaît pas
Les communautés. Il y avait eu un arrêt célèbre du Conseil constitutionnel, c'était, je crois, sous Jospin ou peut-être avant même, où le Conseil constitutionnel français avait censuré un projet de loi qui parlait du peuple corse, puisque le Conseil constitutionnel, à juste droit, avait dit qu'il n'y a qu'un peuple en France, c'est le peuple français. Voilà. Et donc on parlait du peuple corse, du peuple breton, c'est un scandale, c'est tout droit vers le communautarisme. Or, il y a, depuis des décennies maintenant, un mode de pensée, mais c'est pas seulement un mode de pensée, ce sont des décisions qui sont prises au plus haut niveau et une médiatisation absolue pour empêcher des gens comme moi, par exemple, de dire ce que je viens de dire que le modèle français traditionnel, c'est l'assimilation, et au contraire de ne cesser que de valoriser l'intégration, c'est-à-dire surtout que les gens ne s'assimilent pas pour avoir différents quartiers. Et ça, non seulement c'est contraire à l'esprit français, mais c'est contraire à la paix civile. Et on nous a expliqué pendant des décennies que c'était comme ça, que ça serait très bien. Mais non, on est en train de constater que c'est très mal. Le modèle ou l'anti-modèle d'ailleurs en la matière, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je rappelle qu'aux États-Unis d'Amérique, où il suffit d'aller... tout le monde est allé, peut-être pas tout le monde, mais tout le monde a déjà entendu parler de New York. Bon, vous savez, ou dans les villes américaines ou canadiennes, je pense notamment à Toronto par exemple, où j'avais séjourné pendant 2 mois pour un stage auprès de la Canadian Broadcasting Corporation. Ce sont des juxtapositions de quartiers où les gens s'ignorent les uns les autres et chacun vit son truc. Voilà. Donc, par exemple, en Angleterre, c'est le cas. À Manchester, au nord de Manchester, il y a le quartier de Bolton, je crois, un truc comme ça, qui est entièrement occupé par des Pakistanais. Et donc vous avez des mosquées avec des minarets. Enfin, c'est assez incroyable. Il y a des femmes qui sont toutes habillées comme au Pakistan, même comme en Afghanistan. Et puis au sud de Manchester, vous avez Stockport. Alors là, vous avez un truc qui s'appelle Curry Mile. C'est-à-dire sur plus qu'un mile, d'ailleurs, c'est au moins sur 2-3 kilomètres, vous avez une artère. On se croirait à Bombay, avec que toutes les écritures, tous les commerces sont en écriture Devanagari, c'est-à-dire l'écriture hindi, etc. Voilà. Alors ça, c'est le communautarisme à l'anglo-saxonne. Et on a eu des chantres de ça pendant des années. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est qu'au bout du compte, surtout lorsqu'en plus il y a de plus en plus d'immigration qui arrive, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça provoque effectivement des phénomènes de ghetto, de ghettoisation et d'accélération des antagonismes entre les sujets britanniques. Voilà. Alors, malheureusement, heureusement, la France n'en est pas encore arrivée à ce stade, mais malheureusement, elle y file tout droit, puisque au rebours de toute notre tradition française, la tradition du citoyen français, depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, voilà, où on ne reconnaît pas, l'État ne reconnaît ni les races, ni les religions, ni le sexe, etc. On est tous citoyens français. Je le répète, ça devrait être notre modèle. Or, ça a cessé de plus en plus de l'être et on a de plus en plus de gens qui parlent de leur communauté. Or, malheureusement, les phénomènes que l'on voit en Angleterre préfigurent malheureusement ce qui peut arriver en France, qui déjà, ici ou là, risque d'arriver. Alors, je voudrais ajouter 2 choses encore fondamentales là-dessus. La première, c'est qui décide de ça ? Qui décide de ça ? Eh bien, de même que Nigel Farage dit qu'il faudrait qu'il y ait un grand débat sur l'immigration au Royaume-Uni, les Britanniques n'ont jamais été... on n'aura jamais demandé leur avis. Et les Français, c'est pareil. On n'a jamais demandé aux Français leur avis sur la politique migratoire qu'ils souhaitaient avoir. Ou pas de politique migratoire du tout, ou la politique migratoire... jamais. On ne leur a jamais demandé leur avis. Ça, c'est le premier point. Donc, qui décide en définitive ? Vous savez que depuis le traité d'Amsterdam de 1999, c'est-à-dire ça fait quand même... Enfin, qui a été signé en 1997, ratifié en 1998... et entré en vigueur au 1er janvier 1999, ça fait donc plus de 25 ans, un quart de siècle, les politiques migratoires ont été transférées à l'Union européenne. Il va falloir que je le répète combien de fois pour que ça entre dans la tête des citoyens français. C'est-à-dire que, et je l'ai dit pendant la campagne pour les européennes d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas la France, ça n'est pas les dirigeants français qui décident
de la politique migratoire, c'est l'Union européenne. C'est tellement vrai que j'ai expliqué pendant toute la campagne pour les européennes que c'est une commissaire européenne. Aujourd'hui, elle est en train de perdre ses fonctions puisque la commission va être entièrement renouvelée à l'automne avec les nouveaux commissaires européens. Donc ce ne sera sans doute plus elle qui sera la commissaire chargée des affaires intérieures, c'est-à-dire l'équivalent de ministre de l'Intérieur de l'Union européenne. Pendant 5 ans, ça a été Madame Ylva Johansson, qui était une femme, qui était une Suédoise de gauche, très à gauche, originaire du Parti communiste suédois, je crois, ce qui est une rareté, et ensuite qui a été au Parti socialiste suédois, ce qui ça n'est pas une rareté. Et Madame Johansson a expliqué à Madrid, c'était en novembre dernier ou novembre ou décembre dernier, elle a expliqué quelle était la politique migratoire de l'Union européenne. Et cette politique migratoire de l'Union européenne consiste, premièrement, à assurer le fonctionnement de l'espace Schengen, dont je rappelle qu'il est précisé par les traités européens, articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans ces articles, il est précisé que l'Union européenne veille à l'absence de tout contrôle aux frontières intérieures. En règle générale, dans un traité, on veille à ce qu'il y ait des contrôles. Là, on veille à l'absence de contrôle à l'intérieur de l'espace européen, de l'Union européenne, de l'espace Schengen. L'espace Schengen et l'espace de l'Union européenne ne sont pas tout à fait identiques. La Suisse appartient à l'espace Schengen, mais de même que, je crois, semble-t-il, la Norvège et l'Islande. En revanche, l'Irlande et le Royaume-Uni n'appartenaient pas à l'espace Schengen. Bref. Et sachant que la politique, ça c'est à l'intérieur de l'Union européenne, ça veut dire que lorsque, par exemple, Mme Merkel décide de faire venir 1 million de Turcs en Allemagne, ensuite le million de Turcs qui a des papiers, des titres de séjour en Allemagne, peut venir librement s'installer en France en vertu de l'espace Schengen. Voilà, il peut y avoir 1 million de Turcs qui arrivent en France sans que les Français, sans que le gouvernement français, sans que les parlementaires français, sans que le peuple français ne puisse s'y opposer. Et, par ailleurs, l'Union européenne a une politique vis-à-vis de l'extérieur de l'Union européenne, et cette politique a été rappelée par Madame Ylva Johansson. Cette politique consiste à avoir comme objectif de diminuer l'immigration illégale, mais l'immigration illégale ne représente que 10% de l'immigration légale. En 2022, il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants venus essentiellement d'Afrique ou du Moyen-Orient ou du sous-continent indien. Il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants entrés dans l'Union européenne dans la seule année 2022, dont 350 000 illégalement et 3 500 000 légalement, c'est-à-dire des personnes qui avaient obtenu des titres de séjour. Par exemple, je pense aux Turcs de Mme Merkel qui avaient donné des titres de séjour, y compris d'ailleurs la France. Darmanin a battu un record dans l'octroi de titres de séjour en 2023, je crois, avec quelque chose comme 300 000 et quelques. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la politique de l'Union européenne, en apparence pour calmer les inquiétudes de certaines populations, dit « nous luttons contre l'immigration illégale », l'objectif est de réduire l'immigration illégale qui a été estimée donc à 350 000 illégaux contre 3 500 000 légaux, c'est-à-dire 10% seulement sont illégaux. L'objectif de l'Union européenne, officiellement, allez regarder les discours de Mme Johansson, c'est de diminuer tendanciellement ces illégaux et de monter le nombre de légaux à 4 millions par an. 4 millions par an, c'est la politique officielle de l'Union européenne. Et au motif de quoi ? Au motif que les économies européennes ont besoin d'avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir continuer à fonctionner. Là, les bras vous en tombent, puisque ça fait quand même depuis 25 ans, depuis le traité d'Amsterdam, on aurait peut-être pu s'aviser de faire ce qu'essaye de faire d'ailleurs le Premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, qui a décidé de refuser au maximum l'immigration dans son pays, la Hongrie, et qui en revanche a adopté des politiques natalistes très puissantes. Il a d'ailleurs encore renforcé le caractère attractif, puisque
une Hongroise qui a des enfants. Elle a, dès le premier enfant, le couple peut avoir des prêts de l'État pour l'équivalent, je crois, de 40 ou 50 000 euros, quelque chose comme ça, ce qui permet d'acheter une maison en Hongrie. Donc ça, c'est le premier point. Et à chaque enfant supplémentaire, il y a une réduction du prêt qu'elle doit rembourser. Jusqu'à la fin, au bout de 3 enfants, le couple n'a plus rien à rembourser. Tout lui est offert. Et il a ajouté à cela récemment encore, je crois, le fait qu'une... faudrait regarder ça d'un peu plus près, je dis ça de mémoire. Hein, j'avais fait un tweet là-dessus il y a quelque temps. Il a rajouté à ceci, Orban, le fait qu'une Hongroise ayant 3 enfants était exemptée à vie d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc ça s'appelle une politique migratoire, pas migratoire, une politique familiale, justement, pour développer le nombre de Hongrois. Et Viktor Orban dit que les Hongrois tiennent à l'identité de la Hongrie, de leur petit pays, que c'est un peuple qui est différent de tous les autres, ce qui est vrai, avec une langue très différente. Le magyar, j'en ai déjà parlé, et donc il dit que les Hongrois ont le droit de conserver l'identité de leur propre pays. Voilà, ce que dit Orban. Or, c'est pas du tout la politique de l'Union européenne, puisque la politique de l'Union européenne ne pose aucune condition justement sur les politiques familiales. D'ailleurs, on n'a pas de politique familiale, et d'ailleurs, la politique familiale, l'absence de politique familiale produit son effet, c'est-à-dire que la France maintenant est entrée à son tour dans la spirale de la dépopulation, puisqu'on a encore battu, il y a quelques jours, un record de chute de natalité. Je crois qu'on a quasiment le plus faible taux de naissance depuis 1945. Enfin, c'est absolument dramatique. Et Macron ne fait rien contre. D'ailleurs, lui-même n'ayant pas d'enfant, il ne se sent pas forcément concerné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique de l'Union européenne favorise, qu'on le veuille ou non, l'implantation délibérée de 4 millions de personnes par an venues d'espaces extra-européens pour s'implanter en Union européenne. C'est la vérité. Alors certains vont dire oui, mais regardez Orban, lui, justement, il s'y oppose. Donc on peut être dans l'Union européenne et s'y opposer. Non, pas du tout. Vous avez peut-être vu cette décision qui a été prise il y a quelques jours par la Cour de justice de l'Union européenne. Le cas de la Hongrie est examiné pendant, comme on dit, depuis 2001. Ça fait quand même 4 ans que la Hongrie est sous comment dirais-je, le microscope de la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg, la CJUE, qui relève des institutions européennes. À ne pas confondre avec la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui est une structure qui dépend du Conseil de l'Europe. J'essaie toujours d'être clair, puisque l'internaute a parlé de la proposition de Nigel Farage. Je vais y revenir dans un instant. Mais au sein même de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a pris des décisions, on va le voir, je vais en parler dans un instant, au sujet de la France. Oui, et non, c'est au sujet de la Hongrie. Et la Hongrie, donc, vient d'être condamnée à verser 200 millions d'euros à l'Union européenne pour refus d'obtempérer sur la politique migratoire, plus 1 million d'euros par jour de retard. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et pour être sûr que la Hongrie va payer, comme la Hongrie est bénéficiaire nette des fonds européens, eh bien, c'est comme un peu l'équivalent d'une saisie sur salaire, si j'ose dire. Vous savez que si vous êtes fonctionnaire et que vous ne payez pas vos impôts, les impôts font une saisie sur votre salaire. Vous ne touchez pas ce que vous devez avoir. Là, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il va y avoir... Cet argent va être prélevé sur les fonds que l'Union européenne doit donner à la Hongrie en vertu des accords sur les accords budgétaires, et la Hongrie étant bénéficiaire nette. C'est-à-dire que la Hongrie commence à perdre des centaines de millions d'euros, justement parce qu'elle refuse d'obéir à la politique migratoire européenne. Elle refuse notamment la solidarité avec les autres pays d'Europe. Alors je dis ça parce que c'est important, parce que y a beaucoup de gens qui me disent « Mais si, on peut rester dans l'Union européenne, et après on fera ce qu'on voudra. » Non, pas du tout, on fera pas ce qu'on voudra du tout. Parce que si d'aventure la France se mettait à vouloir faire comme la Hongrie, eh bien il y aurait très probablement une saisie sur les subventions versées à la France. Alors évidemment, la France est dans un cas différent, plus favorable, je le reconnais, puisque la France est
contributrice nette. Donc elle donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc certains peuvent dire, bon bah si c'est ça, s'ils refusent de nous donner, en gros on donne 3, on reçoit 2 chaque année. Si dans les deux tiers de ce qu'ils nous rétrocèdent, ils commencent à nous piquer parce que des amendes pour non-respect de la politique migratoire, on n'aura qu'à ne plus verser notre contribution à l'Union européenne. J'ai entendu ça. Mais ça veut dire qu'on entre en choc frontal avec l'Union européenne. Donc on en arrive au bout du compte toujours au même problème. Le problème, c'est que oui ou non, est-ce que l'on accepte qu'une structure comme la Commission européenne, peuplée de gens qui n'ont été élus par personne, et que ça soit une Suédoise, Madame Johansson, dont les Français ignorent jusqu'à l'existence même, qui décide de la politique migratoire de la France. Voilà. Je voudrais donc dire ça, c'est le premier point qu'il faut tirer comme conséquence. La deuxième conséquence, parce que moi je vois l'exemple, enfin le contre-exemple britannique. Je ne souhaite pas que la même chose se produise en France. Hein. Et donc moi j'essaie de voir qu'est-ce que l'on peut faire. Il faut que la France revienne à sa politique traditionnelle, c'est-à-dire la politique d'assimilation, le refus du communautarisme, et dans l'immédiat, tenir compte du souhait, paraît-il très majoritaire d'après tous les sondages, 75 à 80% de la population, qui dit qu'il faut arrêter l'immigration. Il ne faut donc pas favoriser qu'il y ait 4 millions de nouveaux immigrants par an en Union européenne, il faut qu'il y en ait 0. Et comme ce n'est pas nous qui décidons pour l'Union européenne, ce que nous pouvons décider, c'est qu'il y en ait 0. Il y en aura plus epsilon ou plus quand même quelques milliers, parce qu'il y a des étudiants qui doivent venir faire des études, parce qu'il y a du regroupement familial ou autre, qui d'ailleurs dépend de la Cour européenne des droits de l'homme. Je me permets de le signaler au passage, je vais y revenir. Mais les Français, s'ils veulent être maîtres de leur politique migratoire, il faut qu'ils recréent des contrôles aux frontières. Enfin, je sais pas comment le dire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que la France... Alors, certains disent, des gens, et c'est là où, à mon avis, enfin, on peut pas dire que j'ai pas mis en garde toutes les personnes qui m'écoutent, ça fait des années que je le dis. Mais vous avez des faux opposants comment dirais-je, dont l'hypocrisie, le mensonge à l'égard de leurs électeurs est absolument apocalyptique. Je pense en particulier au Rassemblement national, à Mme Le Pen, M. Bardella, et je pense à M. Zemmour. C'est-à-dire que ces personnes ont fait croire aux Français et font croire aux Français que l'on peut rester dans l'Union européenne en faisant comme Orban. Mais jamais ils ne viennent vous expliquer qu'Orban, justement, il est dans le pétrin parce que maintenant, on lui pompe des centaines de millions d'euros et que peut-être Orban va être acculé soit à baisser les bras et à accepter l'immigration, soit à sortir de l'Union européenne dans les pires conditions. Il est là le problème. Parce que M. Zemmour et Mme Le Pen... Alors, il y a une petite différence. Hein. D'ailleurs, au passage, toutes ces personnalités se sont mises aux abonnés absents depuis plusieurs semaines. Hein. Quelle est la réaction de M. Zemmour, de Mme Le Pen sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Et quelle est leur réaction sur... je ne sais pas quoi, le scandale de l'eau de la Seine, j'en sais rien. Et quelle est leur réaction sur les émeutes au Royaume-Uni, je ne sais pas non plus. Voilà. J'ai vu simplement que Mme Sarah Knafo, qui est la seule députée de Reconquête, la seule eurodéputée, puisque les 4 autres, derrière Mme Marion Maréchal, ont quitté le mouvement 48 heures après s'être fait élire. Donc la seule eurodéputée de Reconquête, Mme Sarah Knafo, a fait savoir qu'elle avait passé ses vacances pendant quelques jours donc à Saint-Tropez et ensuite tout le reste aux États-Unis. C'est exactement, soit dit en passant, le profil des vacances à la Sarkozy. Hein. Saint-Tropez et les Américains, c'est le même profil. Voilà. Et Mme Sarah Knafo, semble-t-il, est en Californie où elle s'est fait recruter par je ne sais pas quel think tank du côté de chez Donald Trump. Pas besoin de dire à mes concitoyens qui font confiance à Reconquête qu'ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Parce que c'est un parti qui ne cesse que de jeter de l'huile sur le feu, ce que moi je ne fais jamais. Jeter de l'huile sur le feu en stigmatisant les Noirs, les Arabes, l'islam, ils ne font que ça. Mais quelles propositions font-ils ? On reste dans l'UE.
Et alors, quand on les met devant leurs contradictions, mais non, mais on fera une autre Europe. Mais tout le monde sait que ça ne marchera pas, l'autre Europe. Donc, ils vous mentent. Est-ce que les Français peuvent comprendre à quel point ils se sont fait berner? Et je reviens, et je reviendrai tous les mois, s'il le faut, à chaque fois direct, s'il le faut, en rappelant cette énormité qui s'est passée au moment des élections européennes, des centaines de milliers de personnes qui me regardent, qui trouvent que mes vidéos sont très bien et qui, au dernier moment, comme des zombies, parce que sous l'effet du lavage de cerveau médiatique, sont allés voter pour la liste Bardella ou pour la liste Reconquête. Le résultat, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Parlement européen? Les Français, vous n'avez personne pour vous défendre au Parlement européen pour proposer le Frexit. Personne. Voilà. Bravo. Voilà ce qui s'est passé. Pas un député ne propose le Frexit au Parlement européen, alors que si vous aviez voté pour l'UPR, nous aurions 5-6 députés qui pourraient défendre le Frexit. Ça, je n'en démordrai pas, parce qu'il faut bien voir que toutes les élections vont être comme ça. À chaque élection, on nous invisibilise et on donne la parole à des... En fait, ce sont des comparses. Monsieur Bardella, Madame Sarah Knafo, ce sont des comparses. Ils ont d'ailleurs le même type de vacances. Voilà, ils font avec l'oligarchie dans votre dos. Il faut que vous le compreniez. Voilà. Alors, moi, je dis que dans cette situation, premièrement, moi, j'ai horreur d'avoir des boucs émissaires. Voilà. C'est-à-dire que je pense... j'ai eu l'occasion d'en parler sur l'affaire de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a offusqué non seulement des centaines de millions de chrétiens, mais aussi des centaines de millions de musulmans. Et on a eu ce truc, j'attends encore que M. Messia réagisse, au communiqué conjoint entre l'université Al-Azhar, qui est la sommité du monde musulman sunnite, et l'église copte, dont je crois M. Messia est un adepte, de l'église copte d'Égypte, qui ont fait un communiqué conjoint pour s'indigner de cette cérémonie d'ouverture. Bref, pour en revenir donc à l'immigration, moi, vous ne verrez jamais moi en train de stigmatiser les immigrés ou tel, ben ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas une surreprésentation de criminalité chez les immigrés. Ça, c'est un fait absolument objectif. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut trouver des solutions à cette situation, parce que d'ailleurs, ce sont beaucoup d'immigrés eux-mêmes qui risquent d'en pâtir. Parce que si la Grande-Bretagne est en train de s'enfoncer dans la guerre civile, et si un jour ça pouvait arriver en France, ne mettez pas votre confiance ni dans ceux qui vous disent qu'il faut faire venir encore de plus en plus d'immigrés. Ça, ce sont des gens inconscients. Mais ne mettez pas votre confiance non plus dans ceux qui vous disent qu'il faut haro contre les immigrés, contre l'islam, tout en autorisant l'Union européenne à continuer à faire venir des immigrés. Faites confiance à quelqu'un comme moi je ne dis pas de bouc émissaire avec moi, je dis simplement que la France doit sortir de l'Union européenne, doit sortir de l'espace de Schengen et doit donc retrouver la maîtrise, la souveraineté de ses frontières, y compris d'ailleurs, pour assurer le bien-être des populations immigrées qui sont venues en France et qui sont français et qui risquent, au cas où les choses dégénéreraient, d'assister à une guerre civile dont ils seraient les premières victimes. Vous savez, à l'UPR, nous avons beaucoup de Français d'origine immigrée qui comprennent parfaitement ce que je dis, de la même façon que je dis qu'il faut que les Français réagissent avant qu'il ne soit trop tard. Les Français, ils ont le droit, comme tous les peuples du monde, ils ont le droit que la France reste la France. C'est-à-dire que nous ayons un corpus législatif qui corresponde à notre identité nationale. Avec, par exemple, la présence des églises, avec la présence du dimanche jour férié, avec les jours fériés qui sont Noël, qui sont Pâques, qui sont la Pentecôte, l'Ascension, des jours chrétiens. Parce que nous sommes un pays de tradition chrétienne. Et quand je dis ça, je ne fais pas mélanger ça, on va dire vous vous attaquez à la laïcité. Pas du tout. Pas du tout. Il faut faire la différence entre la nécessité d'un pays laïque et la nécessité de respecter notre identité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis de nouveau parce que je suis le seul responsable politique qui le dit et le redit. Je pense qu'il faut modifier la Constitution française en modifiant, en ajoutant un petit paragraphe, un petit morceau de phrase, en confirmant la France est une république laïque, c'est actuellement ce qui est écrit, mais on doit ajouter une république laïque de tradition chrétienne. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les deux
à la fois. Pourquoi ? Parce que les Français sont comme ça. Parce que les Français tiennent beaucoup à la laïcité. Ils tiennent beaucoup au fait que l'État n'a pas à avoir une religion en particulier. Et l'État, d'ailleurs c'est un dicton, l'État connaît toutes les religions mais n'en reconnaît aucune. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, il est le ministre des cultes. Et donc il s'entretient régulièrement, le ministre de l'Intérieur, avec la conférence des évêques de France, avec tel ou tel cardinal français, mais aussi avec le recteur de la mosquée de Paris, éventuellement une autorité du Conseil du français du culte musulman qui avait essayé de bâtir Nicolas Sarkozy avec beaucoup de critiques derrière, avec également le consistoire israélite, etc., mais aussi avec des représentants de religions plus minoritaires comme l'hindouisme ou je ne sais pas quoi, les sikhs, les jaïnes, etc., les orthodoxes, bon, les églises chrétiennes non catholiques, les évangéliques, etc. Donc ça, la France doit rester ce pays laïque où chacun peut avoir sa religion, soit la religion héritée de ses parents, comme c'est presque toujours le cas, mais pas toujours, soit il y a des cas de conversion, et voilà, soit aussi des gens qui n'ont pas de religion du tout. Et on a le droit d'être athée militant, etc. Ça, c'est la laïcité qui, d'ailleurs, s'étend non seulement aux questions de religion, j'ai déjà expliqué 50 fois, mais aussi aux questions de vie privée, d'orientation sexuelle, etc. Les Français ont le droit de faire dans leur vie privée, d'agir comme ils l'entendent, dans leur vie privée. Et l'État n'a pas à s'en mêler. Bon, il a quand même le droit de regarder un peu dans les cultes religieux s'il n'y a pas des mouvements fondamentalistes ici ou là qui menaceraient la sécurité et le caractère paisible de la société française. Mais les Français sont également attachés à une autre tradition qui est beaucoup plus ancienne, qui remonte, excusez du peu, à 496 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au baptême de Clovis, c'est que la France est, comme le dit la tradition, la fille aînée de l'Église. Voilà. C'est-à-dire c'est un pays qui a été forgé par 1500 ans, excusez de peu, de catholicisme, de chrétienté catholique. Voilà. Et donc, on ne peut pas retirer ça voilà. Les Français, ils ont le droit à ce qu'il y ait, par exemple, l'égalité de l'homme et de la femme. C'est quelque chose qui découle notamment de notre appartenance à la chrétienté. Je me permets de le souligner. Parce que s'il n'y a pas dans la Constitution française ce morceau de phrase qui dit que la France est une république laïque de tradition chrétienne, on aura, dans les années qui viennent, nécessairement des gens qui vont demander la polygamie. Et en vertu de quoi on la leur refuserait juridiquement ? Il y a des gens qui disent que c'est contraire aux valeurs de la République. Pas du tout. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y a des valeurs. Il y a des républiques islamiques dans le monde. République islamique d'Iran, République islamique de Mauritanie. Ce sont des républiques, mais elles ont dans leur code législatif, elles autorisent qu'un homme ait plusieurs femmes. On pourrait même avoir la polyandrie, vous savez, je crois que c'est au Tibet, où une femme peut avoir plusieurs maris. Bon. Donc ça, c'est contraire à nos traditions. Voilà. De la même façon que le témoignage d'une femme vaut autant qu'un homme, l'héritage pour une femme est égal à celui pour un homme. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, on ne fait pas... Donc, tout ça, ça vient de la conception, bien sûr, de la conception des droits de l'homme, mais avant, le socle de base, c'est notre appartenance à la chrétienté. Et j'en aurais fini là-dedans en disant que il faut arrêter de tourner autour du pot sur ces histoires. Les Français, ils ont le droit... C'était une très belle phrase que De Gaulle d'ailleurs disait, que je reprends volontiers. De Gaulle disait qu'il s'adressait, j'ai même une médaille chez moi où c'est écrit dessus, une médaille qui est faite pour De Gaulle, il s'adressait avant tout à toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Il est donc normal que les Français qui sont accueillants veuillent que leur pays reste conforme à celui qu'ils ont connu quand ils étaient enfants. Voilà. Et ils veulent transmettre cet héritage à d'autres. Et là où je vais également, où je me précise tout parce que j'aime pas qu'il y ait de faux semblants de clair-obscur sur ces questions, c'est que je pense que nous devons agir de la même façon vis-à-vis des autres peuples du monde. C'est-à-dire que moi, je trouve absolument scandaleux que la France ou les pays occidentaux se permettent de dire
aux pays musulmans, aux pays d'Afrique, etc., comment ils doivent se comporter. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'y reviens. On peut regretter que en Afghanistan, les femmes soient tenues soient obligées de porter le niqab, entièrement voilées. On peut regretter qu'en Iran, où il y a une très forte tradition laïque et communiste d'ailleurs, qu'en Iran il y ait le pouvoir des mollahs, on peut le regretter. Mais de prendre cette posture systématique qui consiste à dire voilà, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, vouloir imposer à des pays d'Afrique le mariage gay, etc., comme l'avait fait Obama, il s'était fait rembarrer par un certain nombre de... Mais de quel droit nous serons respectés chez nous lorsque nous respecterons aussi les autres et les us et coutumes? D'ailleurs, moi, pour tout dire, lorsque je suis allé déjà en Arabie Saoudite, ça ne me choque pas outre mesure que, excusez-moi, mais que les Saoudiens et les Saoudiennes soient habillés en saoudiens. Ça me paraît... voilà. Si, à la limite, si ils respectent les recommandations du Coran, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Arrêtons de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et le monde sera beaucoup mieux. Et à partir du moment où on respectera les autres, j'ai eu l'occasion, je me rappelle, je redis, ça fait 10 fois que je dis la même chose. J'étais allé en Égypte il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. J'avais été sidéré à Luxor de voir des navires qui circulent sur le Nil, qui déversaient devant le temple de Luxor, donc et devant le temple de Karnak, des hordes de touristes venus des pays de l'Est, notamment des Bulgares, des jeunes femmes bulgares qui sont assez avenantes, qui étaient habillées, enfin, si on peut dire, qui étaient quasiment dénudées, qui portaient des strings sous des gazes, des mousselines qu'on voyait tout à travers, enfin... Voilà. C'était... Les musulmans, les fellahs, les Égyptiens qui voyaient ça, étaient au plus profond d'eux-mêmes extrêmement scandalisés. Mais qui sommes-nous pour juger des mentalités des uns et des autres? Respect mutuel, c'est ce que je dis toujours. Respectez la France, respectons les us et coutumes français, et dans la mesure où nous nous respectons aussi, nous vous respectons. Et de ce point de vue-là, un truc comme la cérémonie d'ouverture des JO qui a piétiné les convictions de centaines de millions de gens, y compris des millions de Français quand même, qui, au fond, l'ont un peu en travers de la gorge, contribue à cette espèce de débandade générale d'une civilisation. C'est-à-dire que pour être respectable, pour être respecté, il faut être respectable. Voilà. Et autant la cérémonie d'ouverture comportait des éléments magnifiques, autant il y a des passages qui, vus de l'étranger, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, à Libération, etc., qui disent que je tiens des propos d'extrême droite, je m'en contrefous. La réalité, il faut dire la vérité aux Français. La vérité, c'est que cette cérémonie, vue de l'extérieur, vue de très nombreux pays du monde, de l'écrasante majorité des pays du monde, a dévalorisé l'image de la France. Voilà. Pour les masses entières de terriens. Eh bien, je dis que ça n'est pas bien. Voilà. Alors, je résume, parce que j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est un sujet d'actualité très majeur et qu'il y a des résonances en France. Je ne suis pas bête, donc je vois bien que beaucoup de Français pensent à ça. Plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, je vois des gens qui disent sur les réseaux sociaux, ça y est, c'est la guerre civile qui arrive. Mais mon Dieu, pitié, ne proposons pas la guerre civile. Ne reprenons pas les trucs à la Zemmour en disant Zemmour l'avait bien dit, etc. Ayons un comportement d'adulte responsable. Pour empêcher ces dérives, il faut en revenir à la situation de la France traditionnelle. Petit 1, la France doit récupérer la maîtrise de ses frontières. C'est-à-dire sortir de l'espace Schengen, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Voilà. Et tant que vous aurez des gens style l'ERN ou Reconquête qui font croire qu'on pourrait rester dans l'Union européenne tout en donnant aux Français ce qu'ils souhaitent, ils vous mentent éhontément. D'ailleurs, j'avais signalé que M. Bardella, dont on n'entend plus beaucoup parler, je crois,
Non, il y a eu des rumeurs comme quoi il passait aussi ses vacances à Saint-Tropez chez Hanouna. Enfin bon, bref. Voilà, tout ce genre de milieu, hein. C'est le milieu Sarkozy, voilà, Madame Knaffo, Monsieur Bardella, tous ces gens-là, le fric, le monde du fric, l'antithèse exacte de la France profonde. Moi, quand je vais dans ma Nièvre, là, je la vois, la France profonde, dont je suis absolument pas coupé. Et je vois comment réagissent les Français au jour le jour, au quotidien, hein, qui ont des difficultés à régler leurs problèmes. Donc, première chose, récupérer le contrôle des mouvements de personnes. Monsieur Bardella, pendant les européennes, sans doute parce qu'il y a des gens qui lui rapportaient mes propos, avait dit que ce qu'il fallait, il voulait rester dans Schengen, mais autoriser Schengen uniquement aux ressortissants des pays Schengen. C'est-à-dire que des Allemands pourraient entrer librement en France, mais que des Turcs installés en Allemagne n'ayant pas la nationalité allemande seraient bloqués à la frontière française. Oui, le problème, c'est que ça, c'est du Bardella, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire un mensonge. Parce que pour faire ça, d'abord, ça serait totalement contraire aux traités européens. Et nous serions déférés, comme Orban, devant la Cour de justice, et ça nous coûterait des centaines de millions d'euros, plus 1 million d'euros par jour. C'est ça que ça voudrait. Et deuxièmement, on ne pourrait même pas le mettre en œuvre. Parce que pour le mettre en œuvre, il faudrait qu'on ait rétablir aux frontières françaises des guérites. Hein, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Si vous êtes à Ronda et que vous allez en Espagne, il n'y a plus rien sur la Bidassoa. Vous passez, voilà. Pareil, si vous êtes à Tourcoing et que vous allez en Belgique, il n'y a plus rien. Quand vous êtes à Nice ou à Menton et que vous passez à Vintimille en Italie, il n'y a plus rien. Donc, il faudrait rétablir des contrôles et les limiter. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible dans le cadre européen. Donc, les solutions que moi j'apporte. 1. Il faut sortir de l'Union européenne. Il faut sortir de l'espace Schengen. Il faut rétablir des contrôles aux frontières. Il faut ensuite modifier la Constitution pour bien préciser que la France est un pays de tradition chrétienne. Il faut que lorsque les personnes étrangères qui demandent la nationalité française, il faut qu'ils jurent de respecter la Constitution française. Il faut notamment veiller au respect de la laïcité. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas, s'agissant de l'islam, des mosquées qui soient financées par nos amis saoudiens ou qataris qui sont là pour financer les frères musulmans. Je l'ai dit. Mais qui est-ce qui fricote avec les frères musulmans qui est-ce qui fricote du moins avec le Qatar ou l'Arabie saoudite? Ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est M. Sarkozy qui a fait financer son divorce par le Qatar. Donc on ne doit pas manger comme ça avec des gens qui vous donnent de l'argent par devant et vous poignardent par derrière. Il faut donc que la France ait une politique étrangère qui redevienne une politique saine. Il faut par ailleurs favoriser l'assimilation des personnes, des Français d'origine, des étrangers, leur assimilation, multiplier les cours de français langue étrangère, favoriser l'assimilation. Pourquoi pas, d'ailleurs, sans que ce soit une obligation, mais pourquoi pas favoriser la francisation de leur patronyme? Pourquoi pas, s'ils le souhaitent, rendre les choses plus faciles et avoir une politique résolument antiraciste. Je suis d'accord avec les lois qui fustigent le racisme. Mais il faut aussi que les lois deviennent extrêmement sévères sur toutes les violences commises contre des ressortissants, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est pas forcément des Français, mais ceux qui sont poignardés, ça n'est plus possible. Il devrait y avoir donc une espèce de peine automatique, incompressible, sur ce genre de crime. Voilà. Sentir que l'État reprend les choses en main. Et puis, il faudrait, à partir du moment, et je terminerai là-dessus mon long propos, qui me permettent de dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur. Il faut que la France soit fière d'elle-même et fière de son modèle. Parce que il y a quand même cette chose extraordinaire. Au même moment, d'un côté, on voit au Royaume-Uni une espèce de guerre civile larvée et qui peut dégénérer, et qui d'ailleurs a déjà ici ou là dégénéré, avec comme seule réponse le gouvernement travailliste qui fustige les émeutiers comme si c'était eux les principaux fautifs de cette histoire, alors que d'abord et avant tout, c'est une politique migratoire complètement déraisonnable et qui n'a jamais été d'ailleurs, dont on n'a jamais demandé l'autorisation britannique. Et donc c'est en train de dégénérer avec un gouvernement qui ne sait plus quoi faire en fait. Parce que une guerre civile éclate
Je peux vous dire que les gouvernements ne sauront plus quoi faire. Il n'y a rien de pire qu'une guerre civile. C'est l'une des choses des pires, la guerre civile, avec la guerre tout court et notamment la guerre nucléaire. La guerre nucléaire et la guerre civile, ce sont les choses des pires, parce que la guerre civile, nul ne sait dans quel camp vous êtes. C'est épouvantable, une guerre civile. Donc moi, je suis un homme de paix, je n'ai pas du tout envie que la France devienne un terrain de guerre civile. En revanche, au même moment qu'on a ça au Royaume-Uni, au même moment, on a des réussites assez merveilleuses aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Alors je sais que le fait que nous soyons le pays hôte, beaucoup de joueurs jouent à domicile, comme on dit en foot par exemple. Donc ils ont un public derrière eux. Ça explique pour partie certains résultats extraordinaires comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Mais il faut aller au-delà quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important. C'est que lorsque Teddy Riner, médaille d'or du judo par exemple, ou bien telle ou telle championne d'escrime ou en athlétisme ou champion, etc., qui ont un patronyme à l'évidence d'origine étrangère, d'origine immigrée, dans la mesure où ils se battent pour le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a la communauté nationale entièrement avec eux. C'est ça l'assimilation. Et donc on donne l'exemple, on l'avait vu aussi au moment des Jeux de la Coupe du Monde de foot, c'est là que le peuple se retrouve en faisant nation. Et donc la vérité ultime, en fait, c'est que c'est l'amour de la patrie, l'amour de la nation, l'amour non seulement de la République, mais surtout l'amour de la France, qui est la base du creuset national. Hein, il y avait eu, je ne sais plus qui c'était, au XIXe siècle, il y avait eu cette idée qu'est-ce qu'une nation, hein, je ne sais plus si c'était qu'est-ce qui avait répondu à ça. J'ai un petit trou de mémoire. C'était pas Taine, c'était bref, c'est un plébiscite quotidien d'une nation d'un peuple qui veut vivre ensemble. Là, lorsque la France entière pousse des hurrahs lorsqu'il voit le drapeau bleu, blanc, rouge s'élever, quelle que soit la couleur de la peau du joueur, eh bien, écoutez, excusez-moi, mais c'est vraiment... On voit bien que c'est l'antidote. Et c'est pas derrière le torchon bleu aux étoiles d'or. Hein. C'est pas le drapeau bleu aux étoiles d'or qui motive les Français. D'ailleurs, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, c'est la Marseillaise. C'est ça qui fédère. C'est l'amour de la patrie. J'ai vu, je termine, ça c'est le petit codicile final, j'ai vu que la Commission européenne, qui décidément ne recule devant aucune ignominie, a osé publier un truc qui s'appelle Team Europe en comptabilisant toutes les médailles obtenues par tous les pays, les athlètes venus des 27 pays de l'Union européenne en disant « Regardez la puissance de l'Europe ». C'est une honte. C'est une honte. Personne ne veut se battre derrière le drapeau bleu aux étoiles d'or. D'ailleurs, il y a ici ou là, on a vu le drapeau bleu aux étoiles d'or apparaître. J'ai vu il y a eu des questions qui ont été posées à la Commission européenne, ou au CIO plus exactement, qui a dit que c'était Macron qui avait demandé qu'il y ait ce torchon bleu aux étoiles d'or qui n'a aucune valeur constitutionnelle. D'ailleurs, qui justement a montré dans les appendices du traité de Lisbonne, justement, la France ne le reconnaît pas. Donc Macron a encore une fois piétiné les traités, piétiné le vouloir vivre collectif. Voilà. Donc la clé de tout ça, c'est d'abord et avant tout de récupérer notre souveraineté, notre amour de la patrie, notre amour de la France. Ça veut dire aussi une réforme en profondeur de l'enseignement de l'histoire et que les Français soient de nouveau fiers de leur propre pays. C'est ça que je vous propose, et non pas de jouer toujours ceux qui sont là à stigmatiser tel ou tel. Il faut regarder, il faut aller de l'avant, à regarder de façon positive, parce que ce que nous montrent en ce moment les athlètes, quels qu'ils soient, les athlètes français, c'est qu'on peut, dans l'amour du pays, dans l'amour de la patrie, dans la reconnaissance des grandes valeurs de l'identité nationale française, disons le mot, on peut faire peuple commun.